Bonjour Pauline, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Pauline, tu es journaliste et co-animatrice de l'Observatoire des médias Acrimed. Alors justement, vous organisez une journée d'information et de débat samedi prochain pour dire halte à la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Alors il y a deux mouvements différents, mais qui ne sont pas forcément divergents. C'est d'une part la consolidation de médias d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, qui a renforcé sa présence, ou la mue de CNews. Et d'autre part, il y a une extrême droitisation de l'ensemble des médias, ou presque. Est-ce que tu dirais que le verre était d'enfouir dès le départ ou que le glissement vers cette extrême droite des médias est intervenu depuis peu? Non, je pense au contraire qu'il faut éviter les théories de l'éclosion et puis se focaliser sur évidemment la place que prend, enfin se focaliser sur l'Empire Bolloré. Le dire d'emblée, ça ne veut pas dire relativiser le danger que ça représente et surtout voilà, du point de vue de l'information, du point de vue de l'influence que les médias Bolloré peuvent avoir par ailleurs sur le champ médiatique. Mais l'enjeu de cette journée, c'est de ne pas oublier les autres médias précisément et vraiment de voir comment, de quelle manière, par quelle pratique ordinaire du journalisme, par quelle logique structurelle c'est produite cette banalisation de l'extrême droite dans les médias et sa légitimation, quoi. Voilà, donc nous, on dit que ça ça ne date pas d'hier. Alors là, tu viens de dire qu'il ne fallait pas se concentrer uniquement sur les médias Bolloré. Je pense que tu as tout à fait raison parce qu'on parle souvent, notamment. Alors, on ne parle pas que des médias Bolloré, on parle aussi des chaînes d'information en continu qui finalement n'ont pas des audiences si incroyables que ça, hein. Pour les plus populaires d'entre elles, on tourne autour de 500 000, 600 000 téléspectateurs. Les médias écrits, la radio, les autres chaînes de télé qui ne sont pas des chaînes d'information en continu, tu dirais qu'ils suivent le même chemin de l'extrême droitisation? Alors, nous, il y a plusieurs choses. On va dire que la banalisation de l'extrême droite, elle s'explique par plein de facteurs. Nous, on a toujours pointé, et depuis très longtemps, la dépolitisation de la politique, par exemple, la pratique ordinaire du journalisme politique, de commenter les stratégies, les tambouilles, de, 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 de de commenter les sondages au pied levé, jour après jour, etc. Donc la dépolitisation de la politique et la dépolitisation aussi de l'extrême droite, ça, c'est un premier bloc, on va dire. Un deuxième bloc, c'est évidemment la construction dans l'agenda médiatique des cibles de la peur, donc la mise à la une, en fait, dans l'agenda médiatique des thématiques fétiches de l'extrême droite que sont l'immigration, l'islam, l'insécurité, l'autorité, etc. Et c'est pas seulement la mise à la une, c'est pas seulement ce dont on discute, c'est aussi les effets de cadrage, c'est-à-dire comment on en parle. Et on se rend compte que, comment dire, que les cadrages de la droite réactionnaire et de l'extrême droite ont été complètement naturalisés de ce point de vue-là. Une autre tendance lourde, c'est évidemment comment dire, le règne du tout opinion et le formatage en fait du débat médiatique éditorialisé, comment Autour dire, du axé clash. voilà, axé sur la polémique, le clash viriliste, etc., etc. Et bien sûr, un dernier pan qui est la mutilation des débats, pas que, pas que sur l'extrême droite et la question du pluralisme. En fait, on se rend compte à quel point toutes les questions, en réalité, voilà, sont abordées de façon problématique et en piétinant le pluralisme systématiquement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Et de fait, quand on élargit cette focale, on se rend bien compte que voilà, c'est pas arrivé avec ces news et que on va dire les médias dominants, parce qu'ils exercent tout un tas de pouvoirs à sens unique, les médias dominants sont concernés. Et les médias dominants, par leur pratique ordinaire, balisent objectivement le terrain de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire un journaliste plus tel journaliste pris individuellement vote Zemmour. Ça n'a aucun sens de le dire comme ça. Mais c'est
d'avoir une conception un peu plus matérialiste des choses et qui nous semble juste. Et pour rebondir aussi sur la première partie de ta question, je crois que effectivement, là, dans le cadre de cette présidentielle, on a beaucoup parlé de CNews, de son agenda, y compris, tu le disais, des émissions de Hanouna. Le travail de Claire Secaille laisse absolument plus aucun doute sur la surreprésentation de l'extrême droite dans ces émissions et la surreprésentation de leurs thématiques. Mais on a oublié aussi de citer, par exemple, parallèlement d'autres chercheurs, comme Nicolas Hervé, qui a, lui, élargi justement la focale des médias, qui a comptabilisé les occurrences des noms des candidats sur toute la première partie de la campagne, septembre-décembre. C'est un travail qui est en cours. Il a élargi au matinal d'info, il a élargi au JT, qui là représente des millions de téléspectateurs. C'est plus les mêmes audiences que les chaînes d'info. France Inter, c'est 4 millions, je crois. Les JT, c'est pareil, c'est voilà, à peu près le même ordre de grandeur. Et lui constate les mêmes choses, c'est-à-dire que, les mêmes choses. Macron est le plus cité sur les JT et les matinales d'information, mais Zemmour arrive très peu loin derrière, on va dire. Et évidemment, la gauche, entendue en plus au sens très large, c'est-à-dire pour vraiment on a dit la gauche en gros de Hidalgo à Nathalie Arthaud, donc c'est quand même très très large, on va dire. Et ben la gauche se ramasse systématiquement les miettes, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps reléguée au second plan, au troisième plan même, puisque la droite est plus représentée. Sur le constat et les différents pans là que tu as distingués, je pense que c'est partagé par énormément de monde. Après, je trouve qu'il y a un problème de qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Parce que du coup, est-ce que toi, tu considères que ce sont plutôt les médias qui sont le reflet d'une société qui s'extrême droitise, ou est-ce que c'est les médias qui emmènent la société vers l'extrême droite? En fait, quelle est la part de la responsabilité des médias dans cette extrême droitisation de finalement tout le champ public? Oui. Nous, on a toujours écrit depuis très longtemps que les médias n'étaient pas les principaux responsables de l'enracinement de l'extrême droite dans la société. Ça, on renvoie aux analyses, par exemple, qu'a pu faire Hugo Paletta récemment sur la menace fasciste. Je pense que voilà, il identifie des tendances longues, qui expliquent l'enracinement de l'extrême droite dans la société, quoi. Donc ça, je pense qu'on le garde. Par ailleurs, voilà, je pense que dire ça, en fait, ça ne veut pas dire que les médias n'ont pas d'influence, et n'ont aucun rôle dans la progression de l'extrême droite. Je pense que nous, on a toujours insisté en parlant justement de banalisation et de légitimation. Après, il faudrait des travaux de sociologie de la réception, de sociologie électorale, etc., pour vraiment détailler tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils exercent des effets de loupe et des effets de loupe déformants qui sont absolument indéniables. Et les effets de cadrage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont alors déjà, ce à quoi on pense, ce dont on débat en fait, et donc quand on a dit ça, c'est aussi tout ce dont on ne débat pas. Ça a des influences absolument certaines. Et la manière, encore une fois, dont on traite les questions, ce qui est encore différent, c'est là, il y a évidemment, comment dire, ils ont des influences et du coup, ça pose un vrai problème démocratique, quoi, et a fortiori pendant une campagne présidentielle, quoi. Ouais, on va revenir sur la question démocratique, mais d'abord, ces effets de cadrage que tu pointes et cette façon d'aborder les questions en mettant plus ou moins en avant les problématiques et les thèmes de l'extrême droite, est-ce que tu dirais que c'est fait de façon consciente ou totalement inconsciente?
inconsciente de la part des journalistes? Parce que tout à l'heure, tu as dit oui, on ne peut pas dire un journaliste puis un autre journaliste, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un journaliste qui prend sa plume et puis qui rédige l'article, où il y a un rédacteur en chef dans une chaîne de télé ou une radio qui décide d'un sujet, qui décide des différents protagonistes qu'il va inviter dans son débat ou qu'il va convoquer dans son reportage. Donc il y a quand même une responsabilité. Et cette responsabilité, est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente de faire le jeu de l'extrême droite? Eh ben, je pense qu'il faut, comment dire, tu parles des journalistes, mais tu as commencé toi-même à différencier, c'est-à-dire, on sait très bien que que le champ journalistique est extrêmement verticalisé et que, comment dire, les dirigeants de médias et les chefs, ce que nous on appelle les chefferies médiatiques, qui concentrent l'essentiel du pouvoir éditorial, sont assez socialement homogènes, quoi. Donc ça, c'est déjà une chose. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas quoi, que je sais pas si toutes, on peut pas dire que toutes votent à l'extrême droite, quoi. À mon avis, ça Oui, n'a pas mais de sens. la question, c'est est-ce que, par exemple, si tu prends un journaliste de CNews, est-ce que tu considères que c'est un travailleur ou une travailleuse juste qui essaye de faire son job comme un autre et que le problème se situe dans sa hiérarchie? Ou est-ce qu'il est aussi, dans une certaine mesure, responsable de la ligne éditoriale du média auquel il appartient? Bah oui, vaste question. Au bout d'un moment, je pense que là, en particulier, depuis septembre, c'était en tout cas le sens de nos publications, hein, d'interpeller plus seulement les chefferies médiatiques, mais aussi d'interpeller les journalistes dont on reconnaît les contraintes, etc. Mais évidemment qu'au bout d'un moment, quand on produit en fait de l'information, c'est quand même spécifique, voilà, et donc il faut quand même voilà, en tout cas, notre travail, c'est aussi d'interpeller pour voir ce qu'ils produisent et voilà, sur la nature des informations qu'ils produisent. Donc oui, responsabilité, oui. Quand on a interpellé de la même manière dès novembre les SDJ, donc les sociétés de journalistes, face à la bulle Zemmour qu'il a vraiment été, que nous, on a analysé en tant que tel, qui était un phénomène absolument spectaculaire d'un point de vue médiatique, sans précédent de notre point de vue. Voilà, on interpelle les journalistes et évidemment les chefferies médiatiques, mais je pense que ça sera le sens aussi de la troisième table ronde, hein, de l'événement du 12 février, c'est-à-dire d'échanger avec des journalistes, d'échanger avec des syndicats de journalistes. On n'a pas forcément les mêmes positions, mais à un moment, nous, on pense qu'il faut, voilà, qu'il faut se secouer et qu'il faut aussi que justement le travail critique oui, le travail critique sur le journalisme viennent aussi de l'intérieur. Quoi. Mais je veux dire, un vrai travail critique, c'est pas, on ne demande pas un mea culpa et demain, en fait, on fait la même chose. En fait, il faudrait qu'il y ait une bonne fois pour toutes une prise en compte politique de la question des médias et qu'on réfléchisse le plus largement possible à transformer tout ça parce que c'est de pire en pire, quoi. Moi, pour faire partie, enfin, pour participer souvent, par exemple, à des débats sur BFM, je discute avec les journalistes, les rédacteurs en chef, etc., enfin, qui sont là-bas. Et parfois, je pointe ce que tu dis là en disant, c'est pas possible, vous invitez trop l'extrême droite, vous parlez trop de Zemmour, on en parle tout le temps, machin, machin. Et là, ils me disent, il y en a un qui m'avait répondu il y a quelques semaines ou quelques mois, qui m'avait dit, oui, mais on est un peu dépassé par l'histoire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la définition de ce que c'est qu'un média ou de ce que c'est que le journalisme aujourd'hui? En gros, ma question, c'est comment on fait quand aujourd'hui l'extrême droite, enfin, il aurait peut-être fallu faire des choses avant, mais aujourd'hui, on est en février 2022, on est à 2 mois d'une élection présidentielle et l'extrême droite pèse près de 30% des intentions de vote. Et comment on fait pour que le débat démocratique entre guillemets, pour cette présidentielle puisse avoir lieu. Parce qu'il va bien falloir les inviter, les Éric Zemmour, les Marine Le Pen. Et souvent, le choix des médias, c'est de dire, on leur fait, d'ailleurs c'est presque un choix c'est presque légal, hein, c'est presque une obligation légale, que de les inviter autant que les autres. Donc comment est-ce qu'on fait avec un candidat comme Éric Zemmour
que je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a un énorme problème quant à ce qu'il raconte, hein, à la fois le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, toutes les haines en fait qu'il dit et qu'il génère. Comment est-ce qu'on fait avec un candidat comme Éric Zemmour pour s'assurer en même temps qu'on est bien dans une démocratie et que le débat public et politique voilà, soit toujours vivant et utile? Oui, il y a plusieurs choses dans le cadre de la campagne. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas l'égalité, par exemple, temps de parole qui prévaut. Donc, tout ça reste quand même à la libre appréciation des journalistes, etc. Et donc, il faut rappeler quand même qu'ils fonctionnent ils construisent un agenda à partir de sondages, grosso modo, et donc ils justifient leur propre construction de l'agenda par des choses construites. C'est-à-dire, la critique des sondages, quand même, devrait à un moment monter à la tête de ces gens, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'à 8 mois, en fait, ça valait rien, des sondages d'intention de vote. Alors après, ils peuvent nous faire leur blabla sur les tendances, je sais pas quoi. Et à chaque fois, ils se prennent les pieds dans le tapis et à chaque fois, ça recommence. Donc, il faut rappeler que ce sont des choix éditoriaux. Qui pourraient être autrement et il n'y a pas d'obligation légale, etc. Et là, de septembre à novembre, alors que Zemmour n'était même pas candidat, ils ne peuvent pas le justifier autrement que par leur propre incurie. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il n'a pas été candidat pendant 3 mois quand même, il faut le rappeler. Et pendant 3 mois, on a eu Zemmour H24 sur toutes les télés, radios, on ne parlait que de ça. Donc ça, c'est la première chose. Il faut rappeler que tout est construit, quoi. Je veux dire, quand ils se revendiquent, par exemple, quand ils justifient leur agenda en prétextant les préoccupations des Français, idem, en fait, il faudrait en discuter. Et en fait, quand on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, leurs choix éditoriaux sont construits, et sauf qu'en fait, il n'y a pas de réelle autocritique là-dessus, et ils continuent, et ça ne va pas très loin, en fait. Leur critique, c'est effectivement, bon, l'extrême droite est haute dans la société, ça oui, personne ne le nie. Je veux dire, et nous, on ne va pas dire le contraire, on n'est pas en train de se mettre un bandeau sur les yeux, ce n'est pas la question. Reste que il y a tout un tas, en l'occurrence, il y a un agenda, il y a des problématiques, il y a des manières de débattre, il y a des formats journalistiques, il y a des façons de discuter les problèmes, etc., qui pourraient être autrement. Et en l'occurrence, si on veut parler de Zemmour, comment dire, la pipolisation, il va falloir aussi que les journalistes réfléchissent à ce que ça veut dire sur BFM, par exemple. Grand Benjamin Duhamel, grand journaliste politique, a retenu, par exemple, d'une émission que le lien avec Sarah Knafo. Enfin, je veux dire, où on lui a posé des questions, où on le met sur le divan. Ça fait 15 ans qu'on met l'extrême droite sur le divan, qu'on pose des questions à Marine Le Pen sur ses chats, etc. Tout ça, c'est des pratiques, mais en fait, ce n'est pas naturel, quoi. On n'est pas obligé de faire ça. Donc, il faut toujours remettre en cause la façon dont les journalistes politiques, en particulier, pratiquent leur métier, voir quelles influences ça a et surtout dire que ça pourrait être autrement. Voilà, et encore une fois, discuter de Zemmour en commentant toute la journée la course, la place dans les sondages, à qui il va siphonner des voix, à qui, etc. Ça, c'est pareil. C'est une manière de débattre, une manière d'éditorialiser aussi le débat qui est absolument pas naturel et qui nuit au débat démocratique. Donc en fait, en réalité, il y a beaucoup de choses à faire, même si c'est assez flippant dans la société par ailleurs. Mais voilà. On parle beaucoup de médias dits traditionnels, hein, c'est-à-dire télé, radio, médias écrits, mais il y a un autre type de médias qui, à mon sens, mérite aussi toute notre attention, c'est les réseaux sociaux, à savoir notamment Twitter, Facebook, puis maintenant il y a aussi Instagram, TikTok, etc., sur lesquels il se dit des choses et il se dit beaucoup de choses. Est-ce que tu dirais que les journalistes y jouent suffisamment leur rôle? Est-ce qu'ils doivent y jouer un rôle ou est-ce que ce n'est pas du tout leur médium? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur l'influence que Twitter a ou sur la pratique? Les deux, en fait. Quelle place, en fait, un journaliste pourrait ou devrait avoir, par exemple, sur Twitter, sur Snapchat ou sur Facebook? Ça, je t'avoue, je ne saurais pas forcément quoi répondre. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses à
à dire comment dire, de la… parce que bon, tous les journalistes utilisent Twitter, ou en tout cas une très très grande partie, et de voir à quel point Twitter peut avoir des influences dans la construction de l'agenda, par exemple. Il y avait une récente interview de Cyril Hanouna, alors là c'est le paroxysme, hein, mais qui expliquait, je crois que c'était au micro de RTL, comment il construisait les sujets de la journée. Et en gros, il disait très bien, enfin il disait lui-même, je regarde les tendances qu'il y a sur Twitter ou sur Facebook, et pouf, ça me donne le sujet du jour, quoi. Et donc ça, évidemment, c'est quand même hyper intéressant, parce qu'on parlait des effets de loupe tout à l'heure. En voilà un qui est quand même, qui est quand même impressionnant, parce qu'il faut rappeler quand même la proportion de la population qui utilise Twitter. On se rend bien compte que déjà, ce n'est pas la population, ce n'est pas les préoccupations des Français. Voilà, donc je pense que c'est plutôt sur ça, quoi. Je pense que Twitter a été intégré, on va dire, dans des pratiques journalistiques, dans des manières de faire l'agenda, etc. Mais il n'y a pas de, comment dire, ça exacerbe peut-être des trucs qui existaient déjà auparavant. Je prends un exemple très Tu veux dire des concret. faiblesses du journalisme en Voilà. général. Oui. Après, c'est pas, j'ai pas forcément pensé le truc, donc c'est pas ultra construit. Mais ça me fait penser à un exemple qu'on étudiait dans le bouquin Les médias contre la rue, donc sur le traitement médiatique des mouvements sociaux. Quand on voit, par exemple, des journalistes passer des messages sur Twitter en disant, pendant, par exemple, des grèves de cheminots, en disant bonjour, je suis journaliste pour tel ou tel média, je recherche quelqu'un dont la grand-mère a été impactée par la grève et qui n'a pas pu emmener son petit-fils, voilà, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est, comment dire, et ça passe par Twitter. Donc on pourrait se dire, oh là là, mais en fait, ça ne fait que, c'est quelque chose que, la préfabrication des sujets, en fait, la préfabrication des sujets, la manière d'angler les sujets au préalable, avant même d'avoir fait un terrain journalistique, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Donc, en fait, voilà, ça se déplace sur Twitter parce que aussi, ça répond à des contraintes journalistiques très précises, c'est-à-dire ça va plus vite, on n'a pas besoin on n'a même plus besoin de se déplacer, on envoie un message et on sait qu'on va avoir de retour et on doit balancer le sujet 2 minutes après. Donc, voilà, ça colle parfaitement aux contraintes de l'instantanéité, mais en fait, sur le fond, ça ne fait que déplacer des problèmes qui préexistaient avant les réseaux sociaux, quoi. J'ai une dernière question, Pauline. C'est un peu renverser la focale par rapport à tout ce qu'on disait. Et c'est par rapport à la diffusion, notamment du dernier numéro de Zone Interdite, qui était consacré à la montée de l'islam radical. C'était sur M6 à Roubaix. Et la journaliste Ophélie Meunier a été placée sur protection policière après ce reportage, parce qu'elle a été la victime de nombreuses, enfin la cible de nombreuses menaces de mort. Là, on est dans exactement la focale et l'exacerbation qu'on dénonçait tout à l'heure. C'est-à-dire, ils mettent l'accent sur. Enfin, c'est exactement tout ce qu'on dénonçait. Est-ce que, pour autant, tu penses qu'il faut que la profession, les journalistes en général, fassent cohésion autour de Ophélie Meunier, alors même qu'on peut, tout en critiquant tout en critiquant les sujets qu'elle a abordés et la façon dont elle les a abordés, est-ce qu'il faut quand même que la profession fasse cohésion? Puisque ça existe, ce genre de menaces de mort, et aujourd'hui, Ophélie Meunier voilà, est sous protection judiciaire, une enquête est ouverte, et ça reste quand même très problématique. Bien sûr, c'est problématique et je pense que sur ça, enfin voilà, on dénonce le harcèlement en ligne et on dénonce les menaces de mort, ça paraît évident. Simplement, ce qui laisse un goût amer, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, la cohésion et le soutien qu'il peut y avoir, qui peut avoir, n'entraîne pas des remises en cause profondes de la manière dont on produit ce genre de magazine et des moultes biais qui président à la fabrication de ce genre de reportage et dans la fabrication de ce reportage. Je renvoie quand même à l'enquête, à la super enquête d'arrêt sur image sur ce sujet qui a
ouais, on y apprend voilà, des choses quand même très, très intéressantes sur les pratiques journalistiques que là, en fait, voilà, qu'il faudrait remettre en cause tout simplement parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de pire voilà, dans la fabrication, mais ça renvoie aussi à, voilà, sur les sujets de banlieue, je renvoie vraiment au travail de Jérôme Berthaud, la banlieue du 20h, qui est vraiment sur la pratique des journalistes, sur les liens avec les chiffrées éditoriales, etc., qui est vraiment, qui pour nous est vraiment une référence. Voilà, c'est ça dont on voudrait discuter, c'est-à-dire au-delà voilà, des trucs du moment. Évidemment, on n'est pas pour menacer de mort une journaliste, quoi. Je veux dire, on n'est pas dingo. C'est pas la question. Mais pourquoi on n'arrive jamais à discuter ensuite de comment se fait ce reportage, des influences que ça peut avoir sur les gens, etc. En fait, tout ça, en général, est balayé et ça, c'est pas discuté. C'est pourtant absolument central parce que des magazines comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. À chaque fois, il y a des contre-enquêtes qui ont beaucoup moins d'écho, par ailleurs, que les magazines en question. Donc voilà, c'est aussi des rapports de force là-dessus qui sont inégaux et ce serait quand même salutaire de pouvoir avoir un réel débat là-dessus, quoi. Bah, du coup, peut-être qu'un jour, il faudrait organiser en fait ces tables rondes et ces débats là, que tu appelles de tes voeux avec précisément les journalistes dont on parle depuis tout à l'heure, qui, genre, tu me dis si je me trompe, mais ne seront pas présents samedi à la journée de débat. Il n'y aura pas la rédactrice en chef de Zone Interdite ou genre des chefferies là, enfin des gens membres des chefferies dont tu parles, de CNews. Ils seront pas là samedi. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de débattre et de discuter avec eux de ce que pourrait être, de ce que devrait être un journaliste en 2022. Mais donc, Ouais, du coup, bah, j'ouvre la porte à de prochaines oui. discussions. Et parce que tu parles de rapport de force, c'est assez intéressant. Tu as utilisé le mot de rapport de force. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, il y a un rapport de force entre différents types de journalisme, mais il n'y a pas tellement d'unité, il n'y a pas vraiment de dialogue entre on va dire, le rédacteur en chef de CNews et le rédacteur en chef d'Arrêt sur Image ou de Mediapart. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il faudrait trouver un espace, un cadre où on puisse tous discuter. Je pense que le travail d'Acrimed, c'est aussi beaucoup ça. Je pense que, comment dire, alors, par ailleurs, ils n'interviendront pas aux tables rondes, mais je veux dire, l'événement est public, donc il y aura des débats avec la salle. Donc, si des journalistes de France Inter, de LCI, de BFM veulent venir participer, il n'y a absolument aucun problème. Mais on pense que comment dire, la critique et la manière, en tout cas, enfin les problématiques qu'on va poser à cette journée, comment dire, c'est pas non plus acquis. Il faudrait pas se dire en fait on a tous le même diagnostic. En fait, c'est pas non plus totalement vrai. Je pense que il faut pousser la critique, être quand même solide et rappeler quelques fondamentaux. Et après, c'est sûr que on pousse, on est en lien par exemple avec des syndicats de journalistes, donc avec lesquels par ailleurs on partage notamment le SNJ-CGT un certain nombre de propositions de transformation du champ médiatique sur le statut des rédactions, sur les phénomènes de concentration, etc. etc. Mais voilà, discutons des pratiques. On essaye de produire en tout cas pour que ça fasse débat. Et ce depuis 1996 maintenant. Bon, eh ben merci beaucoup, Pauline. Je le rappelle, journée de débat et d'information, les médias et l'extrême droite halte à la banalisation. C'est donc samedi prochain, samedi 12 février, de 13h à 19h, salle Olympe de Gouges, dans le 11e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Ouais. Pauline. Merci. J'en profite juste un dernier mot pour montrer le dernier numéro de la revue Média Critique sur ce même thème. Donc voilà, n'hésitez pas et merci pour l'invitation. Pas de problème.